your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Bienvenue à tous, moi je suis Violaine Pojon et je travaille pour le réseau Alumni de Rennes School of Business. Donc le réseau Alumni inclut les étudiants et les diplômés de l'école. Et donc je suis ravie de participer à l'organisation des Manager Corner, qui sont des événements organisés 3 à 4 fois dans l'année en collaboration avec l'Executive Education de Rennes. Et on s'interroge dans ces Manager Corner sur différents sujets. Donc le sujet du jour, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans le public, de réflexion, de curiosité. Donc, moi aussi, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce sujet-là. Merci Violaine. Et donc la transition est toute faite effectivement sur la partie Executive Education dont je fais partie. C'est l'Executive Education, c'est quoi? C'est la formation continue, donc la formation tout au long de la vie qui est proposée au sein de l'école. Et donc moi je suis en charge du pilotage de l'offre et depuis 4 ans, du coup j'organise cet événement et depuis quelques années avec Violaine, donc ravie de ce partenariat. Et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir du coup Thierry Bossé-Pilon, Jacques Le Pennec et Marie Corbin qui viennent évoquer avec nous du coup le sujet de l'entrepreneuriat. Je vous laisse la parole. Ok, bien. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. L'entrepreneuriat est une réponse à une envie de changement. Pour lancer cette table ronde, j'aurais pu chanter un couplet de Je rêvais d'un autre monde de téléphone, mais je vais m'arrêter là. Je souhaite que vous restiez avec nous. Donc créer, c'est entreprendre. Reprendre, une entreprise, c'est entreprendre. Intraprendre, c'est entreprendre aussi. Peur d'une baisse de revenus, peur de se tromper, peur de l'échec, peur du changement, et pourtant 37% des Français, dans une récente étude, rêvent de passer de salarié à entrepreneur. Et en plus de ces 37% de salariés, il y a une partie non négligeable de salariés qui expriment également leur souhait d'aiguiser leurs compétences d'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les intrapreneurs, au sein de structures existantes, de grands groupes, de TI, de PME, mais dans un environnement sécurisé. C'est ce que, par exemple, Google fait en octroyant une partie non négligeable du temps à ses salariés pour qu'ils engagent des projets donc au sein de l'entreprise. Donc c'est de cela dont on va parler avec Marie et Jacques pendant 45 minutes. Motivation, interrogation, compétences, nouveaux modèles professionnels, bonnes pratiques d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. Voilà, c'est de tout cela dont on va parler. Je vais laisser donc d'abord Marie et Jacques se présenter et puis on va engager cette table ronde. Marie, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous ce midi. Donc moi je travaille au Pool. Alors qu'est-ce que c'est le Pool? On est une association qui anime la communauté de l'entrepreneuriat et de l'innovation sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine et qui plus particulièrement aussi accompagne en fait les porteurs de projets d'entreprises innovantes ou les entreprises innovantes ou les jeunes entreprises innovantes, puisqu'on peut aussi accompagner les entreprises une fois créées, et plutôt dans les premières années de vie de l'entreprise, donc dans la phase de création ou dans les premières années, on suit un petit peu aussi les parcours de vie de ces entreprises innovantes sur le territoire. J'en dirai plus au travers de la table ronde. Merci Marie. Jacques, de ton côté. Alors bonjour à tous. Je suis là pour apporter un témoignage de changement de vie, puisque j'ai un parcours qui a été essentiellement constitué de salariat dans les grands groupes à Paris. Alors je bossais dans le conseil, le consulting en management, plutôt dans les banques et plutôt dans des grands comptes. Et puis voilà 6 ans maintenant, j'ai changé de vie comme pas mal de quadras à Paris qui sont lassés par cette ville trépidante, et je suis venu à Rennes avec une feuille blanche un petit peu, et puis on a ma conjointe et moi-même poussé dans la direction de l'entrepreneuriat en lançant, j'ai cofondé, c'est un point important, fondé seul ou cofondé,
dans l'univers de la communication, de l'informatique, avec des boîtes qui existent, qui existent là et dans lesquelles je travaille. Et puis on développe dans le monde de la petite enfance un réseau de crèches privées aussi. Ça me prend l'essentiel de mon temps maintenant. Voilà, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat. J'interviens également à Rennes School of Business, je le signale, parce que les métiers de la transmission m'intéressent également. Voilà pour ce petit aperçu. Merci Jacques. Donc pour lancer cette table ronde, Marie, vue du balcon du Pool, voilà, sur notre territoire en France, mais plus spécifiquement sur notre territoire breton et rennais, comment vous percevez cette vague, cette envie de changement et notamment voilà, cette vague d'entrepreneuriat dont on parle? Déjà, nous, on l'aperçoit comme quelque chose qui est toujours plus... je dirais que les porteurs de projets ou cette envie d'entreprendre, elle est de plus en plus nombreuse. Nous, on voit arriver des porteurs de projets ou des entreprises qui souhaitent se faire accompagner chez nous tout le temps, continuellement. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Je pense qu'on a eu une 50aine de sollicitations depuis le début de l'année, donc en seulement 3 mois pour des porteurs de projets ou projets qui souhaitaient être accompagnés. Donc et pourtant, avec cette crise Covid, on pourrait penser que justement ça freine certaines envies, mais on n'a pas du tout, nous, ce sentiment. Et d'ailleurs, à l'échelle nationale, on remarque que les créations d'entreprises tout confondues ont augmenté l'année dernière et ont fait plus 9%. Donc, je pense qu'il y a vraiment, nous, on a vraiment le sentiment qu'il y a une démarche forte. Et c'est vrai qu'en plus, le terrain est propice, c'est-à-dire qu'il y a aussi une aide de plus en plus forte pour cette envie de créer et pour accompagner les porteurs de projets. Et avant cette table ronde, j'ai un petit peu regardé quels étaient les retours de témoignages qu'on avait un petit peu des entrepreneurs pour expliquer comment ils sont passés à l'action sur cette envie d'entreprendre. Et si je regarde un petit peu, il y a différents critères, on va dire. Nous, on est sur de l'entreprise innovante. Donc souvent, ce que nous disent les porteurs de projets, c'est que dans le cadre de leur vie personnelle ou de leur vie professionnelle, ils ont identifié un problème, une frustration, un manque, et ça leur a donné envie finalement de résoudre ce problème, ce manque, via une activité professionnelle qui leur est propre, et construisent une entreprise pour répondre à cette problématique. Et après, sur les envies profondes, souvent, c'est parce que soit depuis toujours, ils ont cette envie d'entreprendre, parce que dans leur famille, il y a des entrepreneurs et donc, du coup, ils sont baignés là-dedans, ou pas du tout, mais ils ressentent au fond d'eux qu'ils ont envie de prendre une indépendance par rapport à leur manager, à leur entreprise, de devenir leur propre manager et avoir leur propre projet, ou tout simplement parce que l'occasion s'est venue, parce que l'entreprise dans laquelle ils étaient a des difficultés, ils ont l'opportunité de quitter parce que le milieu dans lequel ils évoluaient a changé. Donc c'est vraiment, par contre, l'envie, on sent qu'elle est très variée et c'est propre à tout le monde. D'accord. Mais je pense que Jacques pourra rebondir là-dessus. Oui, notamment dans notre préparation, Jacques, compte tenu de ta double casquette d'entrepreneur et aussi d'intervenant, voilà, tu voulais parler de cet élan chez les jeunes. Oui, parce qu'on le sent très concrètement dans les questions posées, dans l'attrait les questions qui simplement ils peuvent venir me poser en fin de cours sur ma vie concrète maintenant, avant, après. Oui, j'ai des questions très sincères et qui renvoient bien, je pense, un climat général de recherche de sens. Tout ça va plutôt dans le sens d'avoir quelque chose à soi, où on y met sa patte. Il y a eu également 10 ans de culture digitale et de culture d'entrepreneuriat. On a mis à la portée cet univers-là. Il y a les réseaux sociaux qui ont permis de rentrer en interaction de façon très, très, très concrète avec des entrepreneurs, entre ceux qui veulent le faire ou qui imaginent le faire et ceux qui l'ont fait. Donc, il y a des connexions qu'on puisse se faire. Il y a des outils qui ont été apportés. Le Pool en a apporté beaucoup, mais l'univers, c'est mondial, sur des business models Canvas, sur des méthodes agiles, des design thinking, des choses dans ce goût-là qui ont mis l'entrepreneuriat à la portée de la réflexion de ceux qui veulent entreprendre. Donc oui, on sent qu'il y a quand même
l'envie, il y a une envie sur ce terrain-là, et les jeunes ne voient plus simplement le parcours qu'à travers le salariat dans un grand groupe, qui reste une bonne approche. Hein, c'est des bonnes écoles, ça peut venir consolider une démarche avant d'entreprendre. Mais il y a quand même, me semble-t-il, par rapport à moi qui ai fait une école de commerce aussi il y a quelques années, je me souviens que l'entrepreneuriat était réservé à des… C'était un peu des démarches enfin, c'était des démarches j'allais dire iconoclastes. En tout cas, c'était pas habituel. Et ceux qui allaient se lancer, on les regardait un petit peu bizarrement. Voilà. Comment expliques-tu alors on va fermer cette page là sur les jeunes et sur les étudiants entrepreneurs, mais comment expliques-tu effectivement que lors d'un récent sondage, effectivement, Universum a clairement indiqué qu'il y avait encore comme critère essentiel de projets professionnels, donc cette recherche de sécurité et de confort, voilà, de mon sondage fait auprès des ingénieurs et des jeunes étudiants en management, voilà, c'est un peu contradictoire avec ce que tu dis. Comment tu expliques ça? Bon, il y a l'effet Covid, hein, c'est quand même quelque chose qui, alors je ne sais pas de quand date exactement l'étude, mais il y a certainement un petit peu de questionnement. 2021. Je crois que 2021. Voilà, donc il y a quand même bien cette incertitude générale qui traîne. Ça a pu jouer. Alors après, il faut quand même distinguer diverses manières d'entreprendre. On peut entreprendre et rester seul, on est indépendant, on va et entreprendre, et puis en le sachant ou non d'ailleurs au moment d'entreprendre, et partir vers quelque chose qui est plus une organisation avec des salariés et une entreprise qui ne repose pas simplement sur le dos de celui qui a entrepris. Qui se démultiplient. Alors effectivement, la plupart des entrepreneurs vont démarrer pas forcément avec pléthore de moyens, à moins d'avoir l'idée du siècle et qui va permettre de lever tout de suite énormément de moyens et embaucher. On démarre. Jacques, un coup de pelleteuse dans la fibre du côté d'Atalante, du côté de Via Silva. Allô, Jacques. Ouais, mais je sais pas. Là, il y a eu un petit fail. Bon, il y a eu un petit fail. Oui, c'est pas exclu qu'il y ait des travaux et perturber les réseaux autour de. Alors, donc je disais qu'il y a certainement quand même l'appréhension tirée par rapport à ta question de l'entrepreneur qui va se retrouver un peu à galérer. Alors, sans devenir un travailleur pauvre, je pense qu'en tout cas cette population, comme on est en train de rattraper un temps, un écart avec nos voisins anglo-saxons, allemands, etc., parce qu'ils travaillent avec beaucoup de contracteurs, il y a aussi une population effectivement qui entreprend mais qui est en difficulté. Avant de devenir avant de voir tous les bénéfices dont on va certainement parler. Mais il faut garder quand même peut-être pour expliquer ta statistique, ce côté-là en tête. Ok. Entreprendre, c'est bon pour le moral. Je bascule complètement là dans une autre dimension. C'est bon pour le moral. Et en même temps, effectivement, c'est bon pour le moral parce qu'on a envie peut-être de contribuer au monde d'après, et voilà, d'apporter de nouvelles solutions, de briser certaines habitudes, de sortir de sa zone de confort. Toi qui es un multi-récidiviste, Jacques, et puis Marie reprendra la parole après, tu en penses quoi, de entreprendre, c'est bon pour le moral? Je pense qu'en fait, on doit garder en tête dans les moteurs de motivation le fait qu'on va ne plus avoir comme patron que ses clients, éventuellement ses associés, assurément ses ressources clés, celles sur lesquelles l'ensemble d'une entreprise ou de son offre peut reposer, ça peut arriver. Voilà, on a pu un patron, alors je vais te répondre de façon très prosaïque, on a pu un patron chez qui on va à heure fixe, même si le télétravail permet une certaine souplesse, mais voilà, donc ça fait complètement un autre mindset. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même aux commandes de son affaire, et ça, je crois que c'est fondamentalement assez bon pour le moral. Tu vois, ça se place quand même sur un terrain qui est
celui de la liberté. Donc, on n'a pas affaire à un petit morceau. Donc oui, je crois que fondamentalement, c'est très bon pour le moral. Alors, si on pousse un petit peu plus loin, quand l'affaire elle commence à tourner, eh ben, on va se régaler du fait que on peut aller à la plage pendant que l'affaire elle continue à tourner. Et ça, c'est une sensation qui n'a pas de prix. Voilà. Alors, ça réclame un petit Encore ticket. faut-il Hein, habiter en Bretagne. Hein. Encore faut-il habiter en Bretagne pour aller à la absolument. plage. Non, non, absolument. C'est important aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça ne peut se passer que là. Mm. Non, non, voilà deux éléments qui certainement mettent le sourire. Voilà. D'accord. Marie, c'est quoi effectivement ce que tu récupères des entrepreneurs que vous accompagnez En fait, souvent, c'est des gens passionnés, donc nous, on voit quand même qu'ils le vivent plutôt bien, surtout que finalement, les phases de création ne sont pas les phases les plus compliquées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les entrepreneurs sont beaucoup aidés sur les premières années. C'est peut-être plus difficile finalement de tenir la barque de l'entreprise une fois qu'elle a été créée et dans le long terme. Je pense que globalement, l'expérience, elle est très enrichissante. Et en plus, je pense qu'il y a cet aspect qui est important à voir, c'est que de toute façon, quelle que soit l'issue de cette démarche entrepreneuriale, les compétences acquises pendant cette démarche seront un atout pour l'après, que ce soit dans le fait de continuer sur son projet entrepreneurial ou dans le fait de switcher sur autre chose. Et d'ailleurs, dans l'enseignement supérieur, les formations et les enseignants l'ont bien compris, puisque maintenant l'entrepreneuriat, il est pratiquement présent dans toutes les formations sous forme de modules d'enseignement ou de challenge. Et on a compris que les étudiants, en passant par le fait de tester l'entrepreneuriat ou par le jeu de l'entrepreneuriat, on leur faisait acquérir des compétences indispensables pour l'après, pour travailler dans une entreprise. Alors, des compétences entrepreneuriales, ça va de savoir communiquer avant et vendre, à savoir s'organiser, gérer ses finances, négocier, la stratégie, se développer. Je pense que quand on est curieux, quand on a envie d'aller de l'avant, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Ok. Entrepreneur, c'est être un premier violon et un chef d'orchestre. C'est être un généraliste et un spécialiste. C'est être tout et son contraire. Donc c'est un habit, c'est un costume voilà, assez large. Comment, Jacques, on arrive et voilà, quelle méthode, quels outils, comment on se construit, quel est le chemin qui a été le tien pour arriver effectivement à être en même temps un homme chef d'orchestre et un homme de métier. Et Marie nous parlera aussi des différents dispositifs, différents moyens auxquels on peut avoir recours. Bon, c'est une question complexe parce qu'elle impliquerait, pour répondre, de donner peut-être une bonne méthode ou un bon chemin. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. Si on se place dans la perspective d'un changement de vie et non pas de démarrer après le diplôme, je pense que je pense qu'on a effectivement, Marie le rappelait, besoin de tout un panel de compétences, j'allais dire, d'ordre technique, celles qui font fonctionner les différentes fonctions d'une boîte, quelle qu'elle soit. Voilà, ça va toucher le commerce, la négo. Par contre, c'est des compétences fortes dans l'entrepreneuriat. On a pu les apprendre dans le cadre de son salariat. Voilà, ça peut toucher la finance, ça peut toucher la logistique, ça touche les moyens généraux. Quand on est entrepreneur, on est aux prises avec des choses extrêmement complexes. On a toute la surface, mais on doit également aller carotter dans des sujets où on n'a pas l'habitude d'aller. Je cite les moyens généraux parce que ça, un entrepreneur, il n'a pas forcément en tête qu'il va être, s'il est confronté à des problématiques immobilières, il va se confronter, moi c'est mon cas, on va se confronter à des choses extrêmement concrètes. Si on renacle à ça, si on n'a pas un esprit ouvert pour pouvoir aller tout mettre sous contrôle avant de savoir un jour les déléguer, parce que c'est quand même toujours un peu l'enjeu,
ben, il faut peut-être se poser des questions parce que voilà, ça fait partie du costume. Après, les méthodes, je dirais, enfin, si on parle éventuellement plutôt de compétences, à ce moment-là, oui, Marie, tu citais la curiosité. Assurément, ça reste un très très bon moteur. Maintenant, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui procède du bon sens, qui est essentiel. Typiquement, j'en cite une, c'est quelque chose qui a à voir avec nécessité de se remettre en cause constamment. On doit avoir une démarche d'auto-benchmark ou de benchmark permanent. Ne pas avoir peur d'aller se confronter aux concurrents ou installés ou à venir, parce qu'ils vont évidemment nous troubler dans le confort qu'on peut avoir à se dire que ce qu'on vend, on saura continuer à le vendre demain. Non, on doit se mettre dans une posture quand même de remise en cause, de remise en question, ça ira, par une saine démarche de benchmark. C'est des choses qu'on fait en phase de lancement, de business plan, mais il faut continuer à le faire en permanence. C'est ça un petit peu le mindset. Je me suis peut-être un peu écarté de la question que tu posais, Thierry, mais c'est pas forcément grave. Mais on a besoin de mobiliser des compétences qui sont de cet ordre-là, qui sont plutôt soft skills quelque part. Voilà. Voilà. Juste pour je donnerai la parole à Marie. Tout à l'heure, dans ton intro, tu évoquais aussi la dimension d'équipe. Et donc, c'est cet enjeu finalement de la combinaison de compétences, d'association de compétences. Parce que le chef d'orchestre que tu dois être, en même temps, il a avec lui aussi les premiers violons, enfin, pour prendre l'image. Bon. Ben oui, parce que de toute façon, on est confronté, quand on a changé de statut de salarié à entrepreneur, on va devoir, par exemple, se frotter au monde des ressources humaines. Quelque chose qu'on a délégué. Quand on vient du monde d'une boîte, les RH s'occupent des RH et des dossiers, et tout l'ensemble des sujets qui touchent au monde des RH. Oui, il va falloir, en tant que chef d'orchestre, comme je dis, quand même aller descendre assez loin dans la compréhension de ces sujets-là. Je prends les RH, mais ça pourrait être plein d'autres. Hein. Et pour à un moment donné, réussir à mettre ça sous contrôle, en embauchant les ressources qui permettent de surveiller ça de près, parce que les RH, comme la compta, c'est des fonctions qu'on généralement sous-traite au début à son expert comptable et à un conseil avocat ou autre sur le domaine des RH, on va quand même devoir aller assez près des sujets pour mettre ça sous contrôle, internaliser un moment, déléguer pour ne plus avoir à s'occuper à un moment donné que de commerce, de développement et de stratégie. Comme ça, la démarche mais elle impose quand même d'aller se frotter aux détails et puis effectivement, alors si tu vas sur le terrain de la coordination et du management, oui, en plein, on doit embarquer un paquet de personnes avec un certain nombre de personnes avec, je dirais, ce qui nous anime nous. Et en tant que responsable de la boîte, c'est facile de s'animer parce que c'est à nous, on y croit, et l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte de transmettre cette vibration aux équipes dessous pour que ça soit dans la même une unité d'énergie à tous les étages. Donc oui, bon, okay. C'est un travail. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ta question. Marie, par rapport cette acquisition de ces compétences. C'est un petit mot rassurant. Parce que ça peut faire peur de se dire, ah là là, va falloir que je développe toutes ces compétences ou de dire quand même que c'est vrai qu'on est, comme le disait Jacques, on n'est pas obligé d'entreprendre tout seul et nous, on incite quand même les entrepreneurs qui viennent nous voir à assez vite compléter l'équipe avec les briques de compétences peut-être qui leur manquent un peu ou celles sur lesquelles ils se sentent vraiment pas à l'aise. Nous, on a quand même souvent au pool des profils techniques qui entreprennent, donc ont un profil ingénieur. Quand on sent que les aspects business ne les intéressent pas, on va plutôt les inciter à aller compléter l'équipe avec un profil business si ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envie de développer. Au-delà de ça, en tout cas, c'était rassuré pour dire que sur le territoire rennais, il y a vraiment beaucoup de structures qui sont là aussi pour vous aider dans votre démarche entrepreneuriale.
Il y a les structures qui vont vous accompagner. Alors, le pool en est une, mais on ne convient pas à tout le monde parce que nous, on est sur l'entrepreneuriat innovant. Donc, vous avez aussi la CCI, BGE 35, le TAC 35 si vous êtes dans l'ESS. Il y a des dispositifs financiers aussi qui vont vous aider à trouver des fonds pour développer votre projet. BPI France, la région Bretagne a aussi des dispositifs, des investisseurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, vous l'a dit. Et puis, vous trouvez aussi sur le territoire du mentorat ou des réseaux. Alors ça, en Bretagne, on est très bon sur les réseaux. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans ces réseaux. Nous, au Pool, on organise pas mal d'événements. Donc, ça vous permet aussi de commencer à rentrer un petit peu dans ces écosystèmes. Il y a la fondation Yao qui propose du mentorat. Et puis, Rennes aussi est très propice à l'entrepreneuriat avec des offres d'hébergement et des pépinières qui vous permettent pour un premier temps de trouver un lieu pour démarrer votre activité. Donc, je dirais que oui, il faut développer pas mal de connaissances, mais voilà, sur ces premiers mois ou ces premières années de vie, le territoire est quand même très propice à cette démarche d'entrepreneuriat. Alors, Thierry, Marie, je me permets pardon. juste pour compléter, compléter parce que dans Oui. la question que tu posais, il y a la notion d'association éventuellement. Voilà. Alors, mais et Marie, tu évoquais également la nécessité, par exemple, quand on est technique, qu'on porte une compétence, un produit innovant, par exemple, de savoir s'évaluer pour voir comment il faut se compléter avec typiquement un profil BizDev ou commercial. Alors, ça pointe vraiment la question de l'association. Ce n'est pas un mince sujet. Alors moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, effectivement. Non seulement je l'ai fait parce que les chemins sont comme ça, parfois, mais je l'ai fait, je me rends compte maintenant, parce que c'était la bonne méthode en ce qui me concerne. Il faut savoir si on a envie de bosser seul, si on croit dans les vertus d'une saine dialectique avec son associé, parce que ça marche comme ça, ou si ça ne marche pas, c'est que l'association n'est pas bonne. Et ça permet également de garder un petit peu de l'ouverture pour d'autres opportunités, parce qu'on n'est pas seul au volant. Mais ça pose quand même la question de la pertinence de l'association et du choix de son partenaire. Alors ça, c'est pas un sujet qu'on va aborder là, parce qu'on pourrait en dire des volumes. Mais voilà, bon, ça implique vraiment de s'évaluer et de voir ce qui manque, parce qu'on est toujours dans une complémentarité. Il faut l'assumer, ça veut dire que ce qu'on fait mal, il faut être capable de se le dire à soi-même et de s'accorder avec l'autre, etc. Enfin, c'est un vaste sujet, mais oui, Thierry, naturellement, une des possibilités pour s'armer, pour être plus fort, c'est de s'associer. Voilà, pas simplement que d'embaucher des collaborateurs, ça passe également par le partnership, évidemment. Bon. Marie, j'aurais aimé avoir ton point de vue aussi. Derrière le mot temps, il y a le time to market et le time le temps à valoriser. C'est un très, très gros challenge pour tout porteur de projet, tout créateur, c'est d'être au bon moment pour sa création sur le marché. Et puis, c'est aussi utiliser son capital temps d'une façon la plus efficace. Et effectivement, il y a une richesse, notamment dans notre écosystème rennais, là, de conseils, d'associations. Alors, quel conseil tu donnerais pour essayer de faire la meilleure trajectoire? Parce que c'est vraiment l'enjeu de tout entrepreneur, de dessiner la meilleure trajectoire. Il y a un jeu d'essai-erreur. Et quel conseil tu donnerais par rapport à toutes ces opportunités, tous ces moyens de soutien, Bon, il y a plein de conseils à donner. C'est vrai que nous, on donne souvent ce conseil qui peut paraître un peu à contresens. C'est quand même de pas mal parler de son projet autour de soi et voire même peut-être tester son projet autour de soi. Alors autour de soi, je dis pas simplement dans son cercle proche et familial, mais aussi plus élargi, voire même vers de futurs prospects. Parce que développer dans son coin une idée, une solution qui nous paraît très bonne et vraiment répondre à la problématique qu'on avait identifiée, parfois on peut se rendre compte en la confrontant au réel que finalement elle ne répond pas tout à fait à la problématique qu'on avait soumise. Qu'on avait identifiée, et du coup vraiment cette idée de la confronter au réel
est quelque chose qui est vraiment important et qui est peut-être d'autant plus important quand on a un profil technique et que cet aspect technologie, si on développe une solution technologique, c'est souvent ce qu'on aime bien faire, développer. Et du coup, on recule un peu à aller la confronter au réel et pourtant, ça peut être très utile. Donc, je dirais que c'est un des conseils qu'on donne assez souvent. Ok. Et Jacques, sur pour prolonger cet aspect-là du sujet autour des bonnes pratiques ou voilà, du chemin, il y a tout un tas de dispositifs et de moyens à la disposition des porteurs de projets aujourd'hui. Toi, quelles seraient tes recommandations? En rebond de ce que dit Marie, c'est clair qu'il n'y a pas de bonnes idées qu'on garde pour soi. Enfin, donc c'est vraiment aller se frotter au terrain. Moi, je l'ai fait. Hein, alors, ça réclame, en guise de témoignage, ça réclame un petit courage quand même, parce qu'on va s'exposer à un monde qu'on ne connaît pas. Je reparle d'un point de vue de personne qui a changé de statut, hein, qui vient de l'univers riche du CAC 40 et voilà, où les questions qu'on se pose ne sont pas du tout les mêmes. La valeur de l'argent en tête, hein, c'est des points importants. La façon de parler, efficace, etc. Enfin, il y a des domaines dans lesquels on parle moins efficacement que le milieu de l'entrepreneuriat. Un domaine qui commande de l'efficacité et du concret. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu se mettre à profit. Tout ce dont tu faisais l'inventaire, Marie, je confirme que Rennes offre énormément, alors hors période de confinement certainement, mais de possibilités d'échange et de rencontrer du monde. Alors là, je vais rendre hommage à Rennes parce que ça m'a beaucoup servi, moi, à titre personnel. Alors voilà, le bon conseil, c'est d'aller se jeter dans le bain. Il y aura des moments de solitude, hein, il y aura des cocktails où on attendra, des buffets où on attendra de pouvoir rencontrer du monde. Ça fait partie de la réalité d'un entrepreneur. Il faut l'avoir en tête. Tout le monde souffre de ça avant de pouvoir commencer à être plus à l'aise soi-même d'abord, et puis à éventuellement être repéré parce qu'à un moment donné, les personnes qui sont intéressées à entreprendre vont venir à vous parce qu'elles ont vu que vous avez entrepris. Donc tout ce temps-là, on ne peut pas faire l'économie d'un tour de chauffe, quoi. Ça peut être un petit peu long. Voilà, il y a énormément de possibilités de rencontrer du monde. Ne jamais garder son idée pour soi, ne pas aller chercher des approbations auprès de friends and family parce que ceux-là seront toujours très bienveillants à l'égard de votre idée, ne serait-ce que parce qu'ils ont envie que vous réussissiez et qu'ils ne sont pas forcément tous au fait que vous venir vous challenger de façon un petit peu dure, parce que c'est toujours dur, hein, de challenger l'idée d'un entrepreneur, on lui fait mal. Voilà, enfin, aller sortir de cet univers confortable des copains et de la famille. Oui, certainement, aller tester, ne pas attendre d'avoir, ça Marie pour en parler en long, en large, en travers. La démarche que les 10 dernières années, on va dire, avec le digital, c'est de faire des protos, d'avoir des démarches de MVP, voilà. Alors, c'est des termes qui vont bien avec l'univers digital, mais c'est une démarche qui marche à peu près avec tout. Celle de ne pas avoir l'offre qui soit absolument impeccable, avec le risque de la surqualité, des délais qu'on explose par rapport à ce qu'on avait l'idée de ce qu'on visait comme mise sur le marché, etc. Non, ne pas attendre ce temps-là qui va nous mettre dans un tunnel, qui va créer énormément de déceptions si on a des retours, si on ne s'est pas confronté d'abord au retour, et se lancer dans la rue, faire du street, de l'enquête, du questionnaire de rue, etc. Enfin, se lancer dans quelque chose où d'être très à l'aise. Voilà. Bon, il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Oui, mais bon, c'est des choses effectivement qui sont développées et notamment dans le programme d'accompagnement qu'on conduira ensemble, hein, ce que tu appelles le go-to-market, et effectivement qui est une phase essentielle j'appelle ça un sanity check. Voilà, on utilise les termes que l'on veut, mais c'est effectivement s'ancrer dans la réalité et savoir faire bouger les lignes d'une façon, voilà, en tenant compte de cette réalité.
Ok. En intro, je parlais de créer, c'est entreprendre, reprendre, c'est entreprendre, intraprendre, c'est entreprendre. Mais on a eu aussi un échange dans la préparation autour effectivement de je crée en indépendant ou je crée une entreprise. Est-ce que là aussi on a encore une peut-être petite douzaine de minutes. Est-ce que Jacques, Marie, ou voilà, on peut échanger là-dessus? Bah, je Marie, Vas-y, vas-y. je me jette. Je crois que c'est vraiment. Tu soulignais le fait d'entreprendre seul ou d'entreprendre dans une perspective où on aura écrit un BP qui nous sort de cet isolement de l'entrepreneur. Je crois que ça, c'est deux voies qui sont vraiment très importantes parce que c'est extrêmement. C'est pratique d'entreprendre seul. Alors, on va porter une offre, on est consultant, par exemple, typiquement, on a une offre qui est bien détourée, qui est lisible, on la maîtrise parce que généralement, on débarque pas dans le métier, on a un petit peu de poil aux pattes, comme dirait l'autre, sur ce truc-là. Donc, simplement, on va le packager dans une offre, on va faire son site internet, etc. Mais on ne va pas sortir d'une problématique qui concerne quand même pas mal de monde, c'est celle de devoir à la fois produire, parce qu'il faut bien faire rentrer, et puis celle de développer à côté. Et ça peut vite être intenable. Tous les consultants savent ça. Hein. C'est quelque chose qui… c'est une forme d'entrepreneuriat, il n'y a aucun doute. On va s'occuper de com, on va s'occuper de son personal branding, on va s'occuper on aura une liaison avec son comptable, on va avoir un site internet, on va faire, etc., etc., etc. Il y a plein de choses. On aura une petite entreprise. Peut-être même qu'elle sera florissante parce que sur ce type de business, il y a moyen d'avoir un joli chiffre d'affaires. Simplement, on sera seul. Et on n'aura pas écrit la suite de l'histoire. Et là, pour moi, ça me paraît intéressant de pointer ce parti pris qu'on aura dès le démarrage de l'entreprise, de dire je vais bosser seul, durablement, et jusqu'à épuisement éventuel, ou alors j'écris de façon volontariste une histoire d'entreprise, c'est-à-dire avec embauche, hein, pour la faire simple. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir relier sur ses honoraires, c'est-à-dire manger sa rentabilité pour pouvoir alimenter une aventure vraiment entrepreneuriale avec une boîte. Et ça me paraît un choix en Y, là, c'était vraiment à bien poser au moment où il s'agit de se lancer, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on veut là-dessus. C'est pas la même aventure. Intéressant. Marie, par rapport au retour d'expérience J'ai moins d'avis là sur la question parce que c'est vrai que nous, la nature des projets qu'on accompagne font que c'est pas des projets individuels au final, hein, parce qu'on n'accompagne pas les personnes qui ont un projet de développer de la consultance ou de devenir freelance. On est vraiment, nous, sur des projets d'entreprise qui nécessitent à un moment donné quand même d'avoir des salariés, de ne pas être tout seul, quoi. D'accord. Pour avancer, il nous reste 10 minutes. To be or not to be, est-ce que c'est la capacité d'entreprendre qui prime ou c'est l'idée géniale qu'il s'agit d'avoir, le besoin, le signal faible qu'on détecte pour effectivement être le premier à apporter une vraie solution différenciée, novatrice? Voilà. Les deux, mon capitaine, voilà, Jacques, Marie, vous en pensez quoi? La question est dure, hein. Moi, je reste sur les deux, mon capitaine. J'ai le droit de m'arrêter là? Oui, si tu veux. Non, mais c'est vrai que les deux sont importants. Je pense qu'une très, très bonne idée mal portée, elle peut ne pas réussir et inversement. Donc, il faut un bon équilibre entre les deux. Et puis, faut travailler les deux. Parfois, l'idée, elle peut aussi s'améliorer, hein. Nous, on le fait pas parce qu'on accompagne des projets une fois que l'idée, elle est déjà là. Les gens ont déjà travaillé un peu leur proposition de valeur, leur marché, et après seulement, on vient les aider à créer. Mais une idée, ça se travaille aussi. Par contre, j'avais une petite réflexion parce que je sais qu'en plus, certaines personnes nous disaient dans les commentaires au début qu'ils ont une envie d'entreprendre, mais ils n'ont pas encore l'idée. Nous, il y a quelque chose qu'on essaye de développer aussi, c'est l'idée que
il existe des briques technologiques ou des technos qui sortent notamment des laboratoires académiques sur le territoire et qui pourraient être un bon début pour une aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de développer dans le futur, c'est que ces envies d'entreprendre, mais de personnes qui n'ont pas encore d'idée, peut-être que nous, on pourrait les mettre en relation avec des profils techniques qui ont une solution à proposer ou des briques technologiques qui sont là sur l'étagère et puis qui pourraient peut-être être intéressants pour ces envies d'entrepreneuriat. Très bien. Jacques, est-ce que tu veux compléter? Oui, non, mais parce que je crois que c'est une vraie belle question qui est posée, celle de savoir donc entre l'idée quelque part, la prévalence entre l'idée qu'on a, l'offre, sa proposition de valeur, et puis ce que le fait d'entreprendre comporte un peu de générique et d'attractif et qui en fait une démarche attractive indépendamment éventuellement de la proposition de valeur qu'on a. Et je crois que c'était un point très très intéressant. Parce que naturellement, on a tous envie, parce qu'on a vu des tas de success stories avec des personnes qui apportent des idées innovantes. Bon, tout ça, évidemment, ça donne très envie. Il n'y a pas de problème. Simplement, il faut garder en tête, au moment d'entreprendre, que des métiers traditionnels, d'abord, 2 points, quels que soient les métiers, les offres dont on parle et classiques, la façon de faire du business c'est considérablement enrichi par rapport à tous les outils, les pratiques, les processus qu'on a pu mettre autour. J'évoquais la fois dernière, quand on avait parlé de cette réunion, Thierry, les aspects web market, tout ce qu'Internet a apporté comme nouvelles pratiques pour faire du business. Ça marche, quel que soit quasiment le type de métier qu'on exerce, y compris les métiers les plus anciens. Bon, ça c'est le premier truc, c'est que, alors je cite le web market, mais on pourrait aller sur d'autres terrains. Web market, c'est certainement le plus, et le social selling, tout ce qui permet de vendre différemment, d'adresser des marchés qui ne sont pas simplement des marchés locaux, parce qu'en passant, quel que soit le produit qu'on propose, on se connecte à une marketplace, et on atteint tout de suite le marché international. C'est quand même pas du tout la même aventure entrepreneuriale, même si on vendait des sabots. Donc, je veux dire, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que, grossissant une structure, et quel que soit le métier qu'on fait, vendre des sabots, pourquoi pas. Ou moi, dans la petite enfance, pour la petite histoire, je fais des crèches. Je construis des crèches. Donc, c'est tout à fait, ça devient intéressant par la taille que ça peut prendre. C'est-à-dire qu'en fait, les problématiques auxquelles se confronte un entrepreneur, RH, finance, invest, statutaire, corporate, etc. Tout ça prend de l'intérêt simplement par la taille. Et là, subitement, je dirais que la proposition de valeur qu'on a, le fait qu'elle soit hyper hype, hyper innovante, etc., peut-être devient moins, ça devient moins vital parce qu'on fait un métier traditionnel, simplement la taille que ça prend confère de l'intérêt et tout l'intérêt de la démarche entrepreneuriale qu'on a. Voilà. Donc, je pense que c'est une question intéressante. Oui. C'est vrai en vous entendant, pardon, que finalement, quand l'entreprise se développe, l'enjeu de sa pérennité repose avant tout sur le collectif et sur cette combinaison de volonté et d'expertise. Voilà. Ce matin, j'entendais Thomas Pesquet dire ce qui est super quand on se réveille là-haut, c'est que effectivement, quand on se réveille, on sait tous qu'on a du boulot et qu'on va tous dans le même sens. Voilà. Dans cette station internationale. Je crois que quand un chef d'entreprise se réveille le matin et qu'il sait que ça, c'est certainement un beau facteur de réussite. On est bientôt au terme et on va avoir cette séance de questions-réponses. Il y a des nouveaux modèles professionnels qui émergent. Il y a aussi des tendances assez fortes, structurelles au niveau de la transformation de l'économie dans tous les secteurs.
que ce soit la 4e révolution industrielle de Rifkin ou d'autres. Comment vous voyez l'évolution effectivement de ces porteurs de projets qui sont pour les uns totalement engagés dans la création, pour les autres sont sur des modèles professionnels hybrides, salariés pour une partie de leur temps, auto-entrepreneurs ou associés voilà, pour une autre partie de leur temps. Comment vous analysez et comment vous jugez cette évolution? Jack, si tu veux, ou Marie, en fonction de… Jacques, vas-y. On parle éventuellement des slashers, par exemple. Oui, c'est ça, on les appelle slashers. Des fonctions ou des statuts un peu hybrides. Ouais. Je pense que le salariat tel qu'il est, tel qu'il fonctionne actuellement, permet difficilement quand même encore de combiner une vie d'entrepreneur et une part de salariat. Ça me paraît un peu délicat. Et par rapport, alors ça peut s'envisager. Hein. Il y a des formules qui permettent de bosser peu, au moins de 28 heures, je crois que c'est ça, et voilà, pour peu que ce soit consenti, etc. Mais c'est pas ça, à mon avis, l'entrepreneuriat réclame trop d'investissement et d'engagement pour pouvoir combiner quelque chose de l'ordre du salariat dont on viendrait, par exemple, si on voulait basculer dans l'entrepreneuriat et garder une part de salariat. Ça, c'est des formules qui me paraissent un petit peu compliquées et pas réglementairement très au point ou facilitantes pour le moment. Par contre, une fois qu'on a entrepris, je pense que c'est plus facile de panacher avec son temps, avec autre chose. Ça ne sera pas au début, parce qu'au début, c'est un peu 100% quand même sur la bête, quoi. Il faut trouver son allure de croisière, notamment en termes financiers. Mais à terme, je crois que c'est sain, en fait, Thierry, pour répondre à ta question. Il me semble que c'est sain d'apporter de l'air, parce qu'en fait, de l'air neuf, parce qu'en fait, un entrepreneur, on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'il y a énormément de réseaux comme le CJD, etc. C'est simplement fait pour sortir l'entrepreneur d'un isolement qui est bien connu, hein, du monde des entrepreneurs. On réfléchit seul, on est au pied de ses urgences à soi, etc. Et donc, le fait de se lâcher pour une partie raisonnable de son temps permet d'apporter cet air neuf là, un petit peu. En fait, ça crée énormément d'opportunités, parce qu'en fait, on s'occupe de business développement quand on est entrepreneur, voilà, de développement tout simplement. Et je pense que c'est sain d'apporter des passerelles, des idées. Voilà, ça ouvre à l'accueil des opportunités. Donc, je pense en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est une façon de vivre qui n'est pas déplaisante, quoi, de combiner et d'élargir l'expérience. Je confirme. Ouais. Oui. Ok. Écoutez, voilà, on arrive au terme de cette discussion. J'espère que ces échanges vous ont nourri, inspiré, intéressé autour de des interrogations, autour des points de repère, hein, qui sont qu'on peut, et des questionnements, par exemple, qu'on peut avoir quand on a envie d'engager un projet de création seul ou avec d'autres. Hein. Donc, en tout cas, je vais laisser maintenant la parole à Violaine et à Fanny pour la phase de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois de ces échanges, du vécu aussi, tous les retours d'expérience. C'est vraiment une richesse aussi importante dans ces étapes. Effectivement, on arrive sur le temps des questions-réponses, et il y avait une première réflexion pendant, alors on ne vous a pas coupé, mais Julien Flory qui évoquait en fait ce que nous voulons être, hein, c'est devenir entrepreneur dans notre propre vie. Est-ce que Julien, peut-être vous voulez ouvrir votre micro et exprimer votre question? Oui, non, mais en fait, c'était plus une réflexion, mais je pense que c'est important d'avoir, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, de passer par des grands groupes pour avoir une expérience solide. Et ensuite, en fait, ce qu'on veut tous, c'est être entrepreneur de sa propre vie, hein, et décider, voilà, décider de ce qu'on veut faire, donner du sens. Et je pense que j'insiste beaucoup sur le fait que l'expérience préalable, pour moi, elle est importante. Et je pense que, alors je ne sais pas s'il y a moins d'échecs. Le deuxième point, on n'a pas beaucoup parlé, c'est que
dans l'entrepreneuriat, il y a probablement beaucoup d'échecs et c'est normal. Mais c'est aussi cette capacité à le surmonter, quoi. Alors, c'est vrai que je lisais une étude INSEE là, pour préparer la table ronde. Donc, mais tout confondu sur toute la France, alors quel que soit le type d'entreprise créée, il y a 60% de taux de survie à 5 ans en moyenne. Et effectivement, il disait que des personnes avec un peu plus d'expérience avaient un taux de survie un peu meilleur, mais on montait à 65%. Donc finalement, c'est pas si net que ça. Là, je rajoute un tout petit point par rapport à la question qui est posée. L'intérêt d'être passé par des grands groupes avant, en tout cas des salariats, c'est que quand on est entrepreneur, à un moment donné, ce qui nous intéresse, c'est de faire du business avec les grands groupes. Vraiment, ils peuvent financer, ça fait des références, etc. Donc, c'est bien de connaître leur code, c'est bien de connaître leur business model, c'est bien de connaître leurs contraintes, de savoir leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et sortir du risque qu'on a toujours quand on est entrepreneur, c'est d'être un petit peu picousé à son offre et de ne pas bien intégrer dans une démarche de saine empathie la personne qu'on a en face de soi. Donc, la culture grand groupe, elle est intéressante à ce titre-là, assurément. Tout à fait. Et l'autre point pour prolonger ce que vous dites, Julien, on entend souvent les anglo-saxons affirmer effectivement que parce qu'il y a les différences de certains Européens ou certains Français, ils acceptent, ils voient l'échec comme une opportunité plutôt que comme quelque chose de traumatisant, opportunité pour aller à l'étape suivante. Parce que ce que Musk disait, à travers les échecs qu'il a connus pour les premiers lancements de SpaceX. Voilà. Donc c'est véritablement effectivement cet aspect culturel cette attitude qui est essentielle, comme vous le soulignez, pour avancer et comme vous dites, cette capacité à surmonter pour aller à l'étape suivante, c'est essentiel. C'est essentiel. Très bien. On a eu également un échange dans la conversation, mais merci Marie, y a répondu en live sur une personne qui s'interrogeait sur comment trouver des locaux. Donc Marie a pu partager le lien vers les pépinières de Rennes Métropole. Donc s'il y en a d'autres qui veulent réagir, vous pouvez soit ouvrir votre micro ou soit poser votre question dans la conversation. Mais en tout cas, on a aussi touché du doigt un autre thème. Marie, on avait parlé, et là, je rebondis sur la remarque qu'on vient de faire sur on est très accompagné au début de son lancement d'entreprise et finalement au bout de quelques temps. Donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse une deuxième occurrence pour creuser ce sujet parce qu'il y a aussi des choses à dire. C'est vrai que le démarrage est extrêmement, on va dire, facilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, mais derrière, comment ça s'entretient. Je ne sais pas si les participants qui avaient plus des idées, plus de la curiosité, qui s'interrogeaient, ont envie de réagir ou de commenter. Bernadette Loisel, c'est moi qui posais la question sur les locations. En termes de tarifaire sur ces locations-là, c'est, j'imagine, assez préférentiel. Vous avez des repères? Parce qu'en allant voir sur le site internet, il n'y a pas comme ça en première approche les tarifs. J'ai pas de repères en tête. Effectivement, c'est des tarifs préférentiels que peut se permettre Rennes Métropole, mais j'ai pas les tarifs en tête. Donc il faut contacter Rennes Métropole sans doute pour avoir il y a un mail spécifique pour les pépinières qui doit être sur le site web et la personne vous répond très rapidement. D'accord, très bien, merci. Peut-être que ça peut être une question. Donc là, Bernadette avait une question plus spécifiquement sur Rennes, quels locaux. Mais est-ce que vous avez une recommandation? On a beaucoup d'espaces de coworking qui ont émergé depuis quelques années. Vous avez aussi parlé de ce sentiment d'isolement de l'entrepreneur. On a Jérôme qui rebondit. Le réseau est un élément clé, mais peut-être le lien entre cet aspect réseau et cet aspect locaux. Entre choisir de s'implanter à un endroit ou à un autre. Je pensais, pour compléter, effectivement, de l'idée au statut et du dépôt des statuts au développement, à l'accélération et au développement de l'entreprise. Il y a effectivement des schémas très, très variables
en termes d'hébergement, en termes d'organisation physique, hein, voilà, de l'entreprise. On dispose sur Rennes effectivement d'une palette très, très large, que ça commence pour tout jeune porteur de projet ou pour tout alumni, hein, puisque on n'a pas que des étudiants entrepreneurs, il y a aussi des alumni entrepreneurs. Et donc, on a effectivement la capacité à les héberger et à les accompagner. Et puis, effectivement, en fonction de l'accélération, donc dans les écoles, et en fonction de l'accélération et du développement, il y a donc des prestations et des hébergements institutionnels. On a parlé des pépinières de Rennes Métropole, du pool, mais il y a beaucoup d'autres hébergements aussi privés. Il y a aussi des hébergements possibles aujourd'hui dans des grandes entreprises, hein, qui sont tout à fait preneuses et qui considèrent effectivement que c'est aussi leur mission de grande entreprise de faciliter l'émergence et l'accélération ou le développement effectivement d'une jeune entreprise. Donc il y a eu le mouvement des petits bureaux, hein, qui effectivement permettait à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs récents, voilà, quel que soit leur âge, de réduire leurs frais d'installation. Voilà. Donc on a effectivement une foultitude de moyens aujourd'hui. Faut trouver sa martingale. C'est souvent des histoires de rencontres entre des hommes et des femmes qui se font confiance. Au-delà des institutions, moi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Voilà, c'est une entreprise, c'est une chaîne de la valeur, mais c'est aussi une chaîne des valeurs. C'est-à-dire que vraiment, on la construit maillon par maillon en rencontrant des gens avec lesquels on a envie d'agir et avec qui on a confiance. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités donc pour l'hébergement et pour accompagner le développement de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? On arrive sur la fin de ce Manager Corner. Et pour les grands groupes, c'est important de venir chercher de l'agilité à l'extérieur, l'ouverture verte. C'est tout à fait. Et aujourd'hui, les Lab Innovation, enfin c'est un des termes en tout cas consacrés, que ça soit chez Thales, à l'EDF, chez Danone, enfin voilà, on est en contact avec voilà, ce type de structure. Nos étudiants vont faire des missions dans le cadre dans ces structures. Voilà, tout ça, c'est effectivement de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs, je dirais plus, quel que soit leur âge, mais en tout cas qui sont dans les phases de démarrage. Alors, on a Fanny qui lève la main. Peut-être qu'elle souhaitait poser sa question. Oui, bonjour à tous Bonjour. et toutes. Petite question, comme vous le dites depuis le début, être entrepreneur, c'est être un petit peu savoir tout faire, stratège, commercial, négo, etc. Moi, je suis en pleine réflexion, hein. Je suis sortie du salariat volontairement après des périodes compliquées et voilà, je souhaiterais me lancer, mais on se met toujours beaucoup de freins, justement parce qu'on ne maîtrise pas forcément tout. Est-ce que Jacques, par exemple, de votre côté, sur des thématiques que vous maîtrisiez peut-être pas parfaitement, vous n'étiez pas à l'aise, vous avez eu recours à de l'auto-formation, des formations en ligne, des formations complémentaires que vous avez fait par des organismes, et est-ce que vous avez pris le temps pour ça, ou est-ce que vous vous êtes lancé et vous vous êtes formé un petit peu bon an mal an en apprenant sur le tas? Alors plutôt option 2. Néanmoins, il y a quand même des... je pense à... Bon, c'est un outil qui est hyper courant, mais le business model Canva, par exemple, c'est quelque chose qui va nous projeter sur des questions qui sera indispensable de se poser. Donc voilà, globalement, je ne crois pas que moi j'ai eu besoin de... D'abord, j'ai fait une école de commerce où j'ai été formé. Ensuite, j'ai bossé dans le conseil. J'ai touché beaucoup de problématiques. J'ai travaillé de façon assez rapprochée avec une quinzaine de gros clients à Paris et à l'international. Bon, ça forme quand même un petit peu tout ça.
Ce qui va manquer pour l'entrepreneuriat, à mon avis, assez vite, ça s'apprend pas, quoi. Quand même plutôt une manière de s'engager, une manière d'avoir envie, quoi. Parce que c'est ça un peu qui fait la différence, je crois, de ce mode de vie-là. Et donc, voilà. Après, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même un pattern de pensée. Le Canva pose des bonnes questions. Il y en a d'autres, hein, tout plein. Pour le reste, il y a quand même un gros volet apprentissage sur le tas, hein, tout ce qu'on n'aura pas rencontré dans son parcours de salariat. Je parlais des RH, mais il y a énormément de choses. Pour l'essentiel des personnes, la compta, ça reste obscur. Moi, j'en ai fait pas mal avant, enfin de la finance, de la compta, mais ça reste obscur. Bon, là, il va falloir aller un petit peu s'auto-former, mais voilà, non, il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'en fait, il y ait besoin de passer par un processus de formation très. Enfin, en tout cas, extrêmement hard skill. C'est quand même quelque chose qui a plutôt à voir avec l'envie et l'état d'esprit, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des questions très claires à cartographier et il faut s'évaluer, savoir si on est capable ou pas. Hein. Je n'ai pas dit ça, mais plutôt option 2 en ce qui me concerne en tout cas. Ok, merci. Pour compléter par rapport à cette vision formation continue, effectivement, que je connais bien de par mon activité, dans tous nos parcours de formation diplômante, on a tous les ans des entrepreneurs. Parce qu'effectivement, un Jacques peut avoir effectivement, de par son parcours, son expérience et sa formation initiale, avoir ces clés-là, mais c'est la formation de ce que l'on vit, en tous les cas, de ce que l'on nous dit en tant que participant, est un élément aussi très cadrant et qui amène le réseau dont on parlait aussi finalement, hein. Un réseau au sein de l'école, cadrant et rassurant du coup. Donc je pense qu'effectivement sur ce sujet-là, vous pouvez avoir deux types de retours. Et juste quelques mots là-dessus, je crois là aussi qu'il n'y a pas une trajectoire. Il y a effectivement, Julien évoquait l'expérience, l'acquis, hein, qu'on a en se lançant dans son projet, et il est très variable d'une personne, d'un porteur de projet à un autre. Par contre, ce qui me paraît essentiel, donc à chacun d'aller combler ou d'aller se développer sur des aspects clés, critiques qu'il ressent, sur lesquels il ressent, je dirais, voilà, beaucoup d'interrogations et pour lesquels il veut se conforter, consolider ses compétences. Mais moi, par contre, ce qui me paraît très, très clair et vraiment nécessaire, c'est ce moment où on va ramasser, donc quelle que soit la phase où on est, de l'idéation au développement d'une entreprise, 10, 20, 30, etc., c'est qu'il y a des moments où on doit ramasser l'ensemble des pièces et de se dire où en suis-je, est-ce que je suis effectivement prêt pour passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est des moments, on y travaille avec Jacques et avec d'autres, c'est des moments, on appelle ça les go-no-go. Donc de la phase d'idéation à la phase de développement XXL, il y a effectivement ces moments essentiels, où on prend 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, il n'y a pas forcément besoin de 6 mois. Mais en tout cas, il y a des moments essentiels où on doit évaluer très concrètement la cohérence et la robustesse du projet qu'on porte. Donc, c'est le sens effectivement de ce qu'on est en train de construire avec Jacques et le Pennec et Sylvie Courcelles. Mais en tout cas, on trouve ça dans des dispositifs sur le territoire rennais et en France. Mais moi, c'est la recommandation que je vous donnerais, c'est pas forcément de longs stages de formation, mais en tout cas, il y a des moments où il faut ramasser les choses et on est très, très clair sur là où vous en êtes, entre from idea to plan, comme on dit, donc de l'idée au développement XXL de l'entreprise. Thierry, le projet dont tu parles effectivement avec Jacques et Sylvie, du coup, est un certificat qui s'appelle le certificat Take-Off. Donc, c'est dans l'idée effectivement du projet au go-no-go dont tu parlais, et effectivement que l'on propose au sein de la formation continue. Violaine, dans un petit mail de remerciement de votre présence, vous enverra les liens si vous souhaitez avec les contacts pour ce certificat.
Parfait. Tout à fait. Ouais, ouais. Et le temps passe vite, donc on a un tout petit peu débordé, mais merci à vous tous d'être restés. Donc un grand merci à Thierry, Merci à Jacques et tous. Marie de nous avoir apporté leur regard. Effectivement, je pense que les gens qui ont participé ont pu avoir quelques réponses ou peut-être quelques nouvelles questions. Mais un grand merci. Donc, comme je vous le disais, les Manager Corner ont des thèmes très divers. Donc, le prochain aura lieu après l'été sur une thématique de Green Supply Chain en anglais. Mais on sera ravis de vous retrouver à cet effet-là. Et en attendant, donc, je vais vous renvoyer moi le replay de l'événement d'aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de revoir voir un passage que vous avez manqué, un passage qui vous a interpellé ou fait réfléchir, ce sera possible. Je vous mettrai les informations sur ce certificat Take-Off. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et puis Merci à tous. peut-être pour À bientôt, une à V2. très bientôt, j'espère. Ouais. Au C'est revoir. ça. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.